Brigitte Tornade partage sa vie entre ses 4 enfants et un boulot à plein temps. Brigitte Tornade est une femme moderne, travailleuse acharnée et une mère de famille débordée. Brigitte Tornade, c'est vous. Une bande dessinée piquante à souhait sur la folie ordinaire d'une famille nombreuse, adaptée du feuilleton à succès de France Culture. Mary Stuart est passionnée, fougueuse, impulsive et catholique. Elisabeth Tudor est froide, calculatrice, pragmatique et protestante. Elles n'ont qu'un point commun, elles sont reines. Reines dans une société faite par les hommes et pour les hommes. Nicolas Juncker raconte le destin de ces 2 femmes à travers un étonnant jeu de miroir. Alors que l'occupation gangrène la France, une jeune femme juive et son fils partent se réfugier sur l'île de Beauté. Espé et Stéphane Piatchek nous dévoilent le rôle méconnu des Corses pendant la guerre, avec cette histoire bouleversante et salutaire qui vous fera trembler, pleurer et rêver. Au cours d'un souper, 2 ennemis de toujours reviennent sur le déroulement de la bataille qui vit la défaite des armées de Napoléon. Alors que 2015 commémore le bicentenaire de Waterloo, revivez cette bataille tragique dans un one-shot documenté, passionnant et parfaitement maîtrisé. Dans l'histoire du Japon d'après-guerre, Yukio Mishima est un mystère. Entre grandeur et décadence, il a contribué à faire de sa vie entière une œuvre d'art. Sa mort est son chef-d'œuvre. Découvrez l'histoire de cet artiste hors norme dans un passionnant roman graphique, subtilement illustré par le dessin tout en finesse de Lian. Après Wessantine, Patrick Weber et Nicobi nous emmènent sur les terres d'une nouvelle île bretonne au parfum de bout du monde. Une touchante chronique sociale sur la quête d'identité, l'accomplissement de soi et le rapport à la célébrité. Juan Jiménez, le dessinateur culte de la caste des métabarons, fait une entrée fracassante dans l'univers de l'heroic fantasy, avec cette flamboyante saga qui nous entraîne dans un maelstrom romanesque fait de luttes de pouvoir, de conflits familiaux, de trahisons, d'amour et de haine, de créatures fantastiques et de batailles dantesques. Owen Brady photographie des enfants issus des milieux défavorisés. Son but, dénoncer l'exploitation des jeunes travailleurs dans la société américaine. S'inspirant librement de la vie du photographe Lewis Hine, Marc Mallès livre une histoire bouleversante et humaniste sur les conditions de vie des enfants au travail à la fin du XIXe siècle. De juin 1940 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de soldats d'origines étrangères rejoignent les rangs de la résistance française. Inspiré de faits réels, cet album rend hommage à ces indigènes de la résistance, souvent oubliés de l'histoire officielle. Un album d'utilité publique. Céleste Bompard, as de l'aviation de la Première Guerre mondiale et coureur de jupons invétéré, s'écrase un jour sur une île mystérieuse et visiblement déserte. Il va découvrir qu'elle est en réalité entièrement peuplée de femmes. Un one-shot délicieux par le dessinateur de Ma vie posthume. À Tchernobyl, suite à une catastrophe naturelle, une partie de la population se retrouve transformée en d'effroyables mutants. Mais puisque les monstres aussi ont leurs états d'âme, l'un d'entre eux va devenir confesseur. Une série d'histoires courtes, monstrueusement loufoques, qui signe le grand retour de Foster dans son domaine de prédilection, l'humour noir teinté d'absurde. Christian, un disquaire taciturne, vit dans un futur vintage tel qu'on se l'imaginait dans les années 50. Un futur où les aliens et les humains cohabitent sur Terre et où Christian va se mettre en tête d'initier un robot extraterrestre à l'art. Arnaud Le Wefflec écrit un album truculent et poétique qui signe l'entrée au catalogue Glénat d'un dessinateur de grand talent, Obion. Le 20 mars 1995, un attentat au gaz sarin ébranle le métro de Tokyo et la société japonaise tout entière. Un an avant, qui se souvient du drame semblable survenu dans la ville de Matsumoto ? Les auteurs de Terra Australis livrent un nouveau roman graphique choc et en couleur pour se souvenir et tenter de comprendre l'incompréhensible. Leader du groupe Nirvana, Kurt Cobain est probablement l'une des personnalités musicales les plus influentes de la fin du XXe siècle. Boda l'a bien connu, c'était son meilleur ami. Nicolas Otero signe un ouvrage rock, puissant et référencé sur l'icône du mouvement grunge, adapté du roman de Boda, d'Héloïse Gay de Bélissan. Toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'opéra. Et il y a toujours de tout
Paris, le 23 juillet 1945. C'est ce jour-là qu'a commencé le procès du maréchal. C'est l'été, un été très chaud. Et à cause des belles verrières de la première chambre de la cour d'appel, il règne dans le tribunal une chaleur de fournaise. Le 23 juillet 1945, donc, le procès Pétain commence. Je le répète parce que je me dis que certains d'entre vous n'ont pas dû saisir la rapidité de la chose. Le 23 juillet, c'est-à-dire à peine 3 mois après la capitulation finale de l'Allemagne, signée, comme nous le savons tous, le 8 mai. Sauveur de la République, puis meneur de la collaboration, Philippe Pétain est l'un des personnages les plus controversés de l'histoire de France. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, son procès est le plus retentissant du XXe siècle. Philippe Saada adapte son propre film documentaire en bande dessinée, illustré par l'un des habitués de la revue dessinée, Sébastien Vassan. Milo Manara entreprend de raconter la vie sulfureuse du Caravage dans l'Italie truculente du Cinquecento. Un très bel hommage où le maestro exprime à nouveau sa fascination pour la peinture, la création et la beauté, avec un formidable sens de la reconstitution historique. I am the father of the midnight movies. Vous savez, mes chers amis, pour moi, faire de la bande dessinée, c'est une façon de gagner ma vie. Parce que quand je faisais du cinéma, j'ai fait ici en France Task, c'était un film sur les éléphants, qui a été complètement raté parce que le producteur a fait faillite, on ne m'a pas payé, et je suis tombé dans la misère absolue avec trois enfants, une femme, une famille, pas un sou. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, hein? Et je me suis dit, bon, je travaille avec Moebius, j'ai fait un petit le dieu du chat, et j'ai les tarots, donc je vais lire les tarots, et je vais faire de la bande dessinée pour gagner ma vie, parce que j'ai l'imagination. Tout d'un coup, après toutes ces bandes dessinées que j'ai fait une bande dessinée que ce n'est pas seulement comme un métier. C'est vraiment pour soigner mon âme. Parce que Le Fils del Topo, c'est une bande dessinée, mais c'est une autre chose. C'est mon désir de 30 années de faire un film. Je n'étais pas libre, je ne pouvais pas le faire. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la drone. Et là, j'ai trouvé l'être idéal, l'artiste idéal, génial, pour réaliser une œuvre comme si on tournait un film. Donc pour moi, c'est mon âme qui est là-dedans. C'est une lutte de 30 années pour avoir ça. Alors, je passe toutes les nuits à minuit dans le Skype, en train de travailler avec lui comme si je dirigeais une superproduction. Et c'est fait comme une superproduction parce que c'est fait en 3 bandes. Hein? Aucune dépense d'imagination dans la façon qu'on va faire les dessins. Non, on fait un film. Alors, on est en train de faire quelque chose quelque chose de plus que la bande dessinée. Voilà. Voilà ce qui est restant. J'espère que ça va vous plaire.
Janvier 1709, le grand hiver frappe de plein fouet le royaume de France épuisé par la guerre de succession d'Espagne. À travers la campagne figée par le gel et la neige, où le grain est devenu plus précieux et convoité que l'or, un aventurier mène une course contre la montre, jalonnée de pièges mortels et de mauvaises rencontres, afin de prendre livraison d'une cargaison de blé providentielle pour le comte de Louis XIV. Nathalie Sergueff et Philippe Xavier signent une épopée époustouflante en thriller historique et roman de cap et d'épée. On ne naît pas héros, on le devient. Après Neige Fondation, découvrez la jeunesse du héros de la série culte Gine et Convar. Éric Adam et Fred Vigneault rejoignent ce prestigieux casting pour nous ramener dans le monde glacé de cette Europe dévastée par le terrible mal d'Orion. Sylvia Douillet et Fabio Lai reprennent les rênes de la mythique série d'Heroic Fantasy de Goupil et Chris, L'épée de cristal. Dans cette nouvelle aventure plus sombre, mais toujours empreinte de magie et de sensualité, découvrez le destin tourmenté de la belle Zoria, passée du côté du mal. On va suivre en fait ces 3 albums dessinés par 3 dessinateurs différents, donc 3 one-shots. Dans chaque one-shot, on suit une femme, une communarde qui a participé à la Commune de Paris. Chacune incarne un moment très spécifique de la Commune de Paris et incarne aussi un type de femme qui a fait la Commune de Paris, parce que la particularité des femmes qui se sont engagées dans la Commune, c'est qu'elles venaient de toute origine sociale. L'idée traîne dans ma tête depuis un moment parce que je me suis toujours beaucoup intéressé à la Commune de Paris. C'est un sujet autour duquel je tourne depuis un long moment. Et c'est une période fascinante, très courte, ça dure même pas 3 mois. Et à la fois, les effets immédiats sur l'histoire de France sont dérisoires et en même temps sur l'histoire globale des révolutions socialistes, c'est un moment très important, donc j'avais envie d'en parler. C'est pas une série sur la Commune de Paris, mais plutôt une série qui se passe pendant la Commune de Paris. Le contexte historique est évoqué, évidemment, mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de montrer le rôle des femmes pendant cette Commune de Paris, parce que c'est la Commune a vu émerger le premier mouvement officiellement féministe, en fait, qui est l'Union des femmes pour la défense de Paris et l'aide aux blessés. Et les femmes sont allées très loin dans leurs revendications à cette époque-là, dans leur capacité à s'organiser et aussi dans leur demande de participer aux grandes décisions et même d'aller au combat. Et quasiment tout leur a été refusé d'ailleurs, ce qui prouve bien que les révolutionnaires qui étaient partis pour faire la Commune n'étaient pas si révolutionnaires que ça. Donc le premier tome est dessiné par Lucie Mazel, qui est une jeune dessinatrice qui fait là son premier album de bande dessinée. Le deuxième tome est dessiné par Anthony Jean, qui est donc l'auteur de La Licorne. Et le troisième tome est dessiné par Xavier Fourquemin, qui est très étonnant, parce qu'il peut naviguer dans plusieurs styles. Patrice Bernard raconte l'incroyable destin du médecin particulier d'Himmler, Félix Kersten. Personnage injustement oublié de l'histoire, il est celui qui sauva près de 60 000 prisonniers des camps de la mort. Un thriller haletant, emmené par toute la puissance et le dynamisme du trait de Fabien Medouel. Donc Gilles a eu toujours des rapports passionnels et fusionnels avec Rome, donc c'est tout naturellement qu'est né le projet Roma. C'est une saga historique et fantastique. Historique parce que Gilles a choisi des charnières de l'histoire de Rome et fantastique parce que c'est l'histoire d'une statue, c'est basé sur une légende, la légende du Palladium. Donc c'est un gros dossier que Gilles nous a laissé. Gilles procédait de façon, pour écrire ses synopsis, il en faisait des petites nouvelles. Donc il m'a laissé 5 synopsis, 4 sur l'Antiquité et 1 sur l'époque moderne. Et c'est donc un gros dossier que j'ai apporté à Didier Convar qui avait déjà lu quelques-uns des synopsis.
Et Didier m'a pas caché que la série était ambitieuse et qu'il fallait qu'on s'adjoigne d'autres scénaristes. C'est comme ça qu'est venu Éric Adam et Pierre Boisserie. Donc le premier tome est déjà sorti et est en librairie depuis le 7 janvier. Le second tome sortira fin août et les 3 autres sortiront dans l'année 2016. On s'est rencontrés en 2012 à Valence, un festival de scénaristes. Oui, donc en fait, cette histoire que Marc m'avait racontée parlait de bande dessinée et de polar. Et donc du coup, voilà, on a discuté, il m'a parlé d'une autre histoire qui parlait de peinture et de polar. Donc je me suis dit, tiens, si on faisait quelque chose autour de l'art. Et l'idée de l'art du crime est venue, je l'ai appelé. Et évidemment, après, on a décliné sur un concept complet, c'est-à-dire on s'est dit, on va faire les 9 arts. 9 arts, 9 crimes, 9 histoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque album est indépendant et peut se lire de façon tout à fait indépendante, ceux qui aiment la poésie ou la littérature, ou la peinture ou la musique. Et en même temps, il y a une arche d'ensemble supérieure qui apparaît au tome 9, c'est-à-dire pour ceux qui liront toute la série, ils verront qu'en vérité, il y a une architecture qu'on a soigneusement travaillé avec Olivier, qui donne une sorte de fil rouge d'ensemble sur l'ensemble des 9 albums. François Dermot se révèle en tant qu'auteur complet et nous livre une subtile histoire douce amère dans la campagne normande, pleine de gueule et de gouailles, servie par un dessin époustouflant de réalisme. Premier volume d'un diptyque qui fera date dans l'histoire de la bande dessinée française. Dans le Nouveau Monde, d'anciennes guerres tribales se réveillent alors que les colonies françaises passent aux mains des Anglais. Au cœur de ce chaos, un capitaine perdu part en exil dans les terres sauvages du Canada. Avec ce diptyque en couleur directe, Jacques Terpan réalise une grande et belle histoire romanesque dans l'esprit du dernier des Mohicans. François et Étienne Rochebrune sont maîtres ceintiers. Leur métier, dessiner, sculpter et fondre les cloches d'église, une activité qui renferme beaucoup de secrets. Entre saga familiale et thriller ésotérique, Laurent-Frédéric Bollé lance une grande série inspirée par la vie de sa propre famille. Le dessin classique et élégant de Serge Finot nous fait découvrir, sur plusieurs époques, un savoir-faire passionnant et pourtant méconnu. Lacrima Christi, la nouvelle saison du Triangle secret, avec Denis Falk au dessin et André Juillard à la couverture. Lacrima Christi, la croisade, la prise de Saint-Jean d'Acre s'éternise. Le pape propose une solution, de demander au meilleur alchimiste de son époque de créer une souche de peste mortelle. L'alchimiste crée cette peste, qu'il nomme Lacrima Christi, les larmes du Christ. Il embarque sur un navire pour Haïfa. Malheureusement, le navire coule au large d'Haïfa. Maintenant, dans 2 flacons de verre, dans un coffre, dans les bras de cet alchimiste mort, au fond de l'eau, dort ce virus immonde. Si un État terroriste aujourd'hui le récupère, il deviendra le maître de la planète. Il n'y a qu'un seul homme qui peut l'empêcher. Et cet homme, il est envoyé par le triumvirat. Il s'appelle le rectificateur. Parallèlement, va sortir le nouveau opus de Hertz, que je développe toujours avec Denis Falk et Éric Adam au scénario. Donc, c'est une année Triangle secret.
Cette année, la vigne et les terroirs sont une nouvelle fois célébrés en bulle. Précurseur dans le domaine, Glénat vous propose pour 2015 une belle sélection de nouveautés, placées sous le signe du vin. À déguster, sans modération bien sûr. Bonjour, je m'appelle Mickaël Le Galli et je suis particulièrement ravi de vous présenter cette nouvelle collection J'ai tué. Alors, cette collection est née d'une idée simple, puisque tout le monde a entendu parler de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, de celui de John Lennon ou de Gandhi par exemple. Mais qui se souvient du nom de leur assassin? Qui se souvient de Mark Chapman ou de Gavrilo Princip? L'originalité de cette collection J'ai tué vient du fait que nous allons raconter l'histoire avec un grand H, en nous positionnant du côté exclusif de l'assassin. Concrètement, ça veut dire que dans chacun des albums de la collection, vous allez suivre de l'intérieur des assassinats restés célèbres. Une fois ce concept établi, j'ai invité d'autres auteurs à participer à l'aventure. Des auteurs dont j'admire le talent évidemment. Je leur ai demandé de nous proposer une vision à la fois originale et personnelle des assassinats qu'ils ont choisis. Et pour introduire cette collection, nous avons choisi de présenter l'archétype des grands assassinats. Puisque considéré comme le crime originel par les trois grandes religions, l'histoire de Caïn et Abel va être transcendée par les talents conjugués de Serge Le Tendre et de Guillaume Sorel. Isabelle Dautan, véritable spécialiste de l'Antiquité, va nous dévoiler les coulisses d'un complot tortueux qui va viser le père d'Alexandre le Grand. Et pour clore cette première salve d'albums réalisés tous les trois en couleur directe, avec Eloré, je vais vous proposer de suivre l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par Gavrilo Princip. Rendez-vous donc en août 2015 pour la sortie des 3 premiers albums de cette collection J'ai tué. Salut, ici Olivier Jalabert. Si vous ne le savez pas déjà, vous allez le savoir maintenant, je vais m'occuper du comics chez Glénat. Vous savez, les petits Mickey américains. Ça tombe bien, Mickey, c'est déjà chez Glénat. Donc ce qu'on va faire, c'est créer avec des auteurs de nouveaux projets. On vous en dira plus très prochainement, mais tout d'abord, on va lancer des collections de comics américains qu'on a été chercher à la force de nos poignets. Maintenant, je voulais vous parler d'un titre assez particulier qui a défrayé la chronique aux États-Unis puisqu'il a été élu comme la meilleure série par USA Today. Il a été élu la meilleure série par le Time Magazine. Il a gagné le Eisner Award de la meilleure série 2014. Sex Criminals, une création de Matt Fraction et Chip Zdarsky. C'est une histoire extraordinaire où on découvre 2 personnages dotés du même pouvoir. Pas en collant, ils n'ont pas de cape, ils n'ont pas de masque. Par contre, ils sont capables d'arrêter le temps en faisant l'amour. Imaginez un peu. Donc qu'est-ce que vous feriez à leur place? Braquer des banques, bien sûr. Alors je vais vous parler également de Pretty Deadly, qui est un titre assez important parce qu'il est réalisé par 2 nanas
Ça, c'est pas courant dans le comics américain, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de Kelly Sue DeConnick et de Emma Rios, qui avaient déjà travaillé ensemble chez Marvel, et qui arrive avec Pretty Deadly. C'est un western surnaturel, où une demoiselle est en fait la fille de la mort, et va parcourir un ouest sauvage qui lui réserve de nombreuses surprises. Sur la mystérieuse île d'Errance, un prince arrogant est victime d'une malédiction. Corbeau le jour, jeune homme la nuit, Bran n'a qu'un espoir, que tout redevienne comme avant. Masha, la belle sorcière, est-elle la seule capable de le sauver? Grimaldi signe une belle histoire inspirée des légendes celtiques, relayée par le dessin délicat et sensible de Mike Plenske. Sébastien Melmoth est un détective de l'étrange. Sa spécialité, renvoyer d'où ils viennent les esprits maléfiques qui sèment la pagaille sur Terre. Un job qui n'est pas de tout repos. Surtout lorsqu'on vous apprend que vous devez capturer le Caramanthran. Un esprit qui, à l'approche de flammes, devient force primitive, chaos et renaissance brute par la désolation. Bref, tout un programme. Une organisation secrète, nommée Youth United, a pour but de venir en aide aux enfants partout dans le monde lorsqu'ils sont victimes de maltraitance ou de conditions de vie déplorables. Une nouvelle série qui aborde des sujets brûlants de l'actualité avec un formidable sens du suspense et de l'aventure. Oh, je suis là, là-haut. Bonsoir. Il était une fois un petit prince qui avait besoin d'un ami. J'ai volé à peu près partout dans le monde, jusqu'à ce qu'une chose miraculeuse se produise. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. J'ai toujours voulu trouver quelqu'un avec qui partager mon histoire. Mais je crois que ce monde est devenu trop adulte. Ce n'est que le début de l'histoire. À l'occasion de la sortie du long métrage Le Petit Prince, réalisé par Mark Osborne, les éditions Glénat sont fiers de publier une série d'ouvrages qui vous feront découvrir l'incroyable énergie créative réunie autour de ce film merveilleux. Une belle façon de rendre hommage aux valeurs universelles du héros éternel de Saint-Exupéry. Il a déjà fini transpercé, dévoré, découpé en tranches, brûlé, noyé, désintégré, écrabouillé. Et il en redemande. Oui, le petit barbare double virtuel de Kid Paddle n'en a toujours pas assez des game over. Grâce au talent de Nidam, il revient en 2015 pour de nouvelles aventures imprévisibles et déjantées. Cette année, retrouvez la suite des aventures dépensières et top branchées de Marie-Lune, une ado qui a plus d'un tour dans son sac. Qu'on se le dise, la vie de fashion victime n'est pas de tout repos. Pour débusquer l'insaisissable détective, la prochaine cible de l'homme du Yard est toute trouvée. Les 4 de Baker Street sont en danger. Cette année, découvrez la nouvelle enquête explosive des francs-tireurs de Sherlock Holmes. Alors, s'il resterait cette fripouille
Donc c'est notre détective Belle Époque, avec son fidèle acolyte Nam. Il fait pique-pendre pendant une période mouvementée de l'histoire de France, qui est grosso modo la Première Guerre mondiale et ses suites. Donc après avoir, malgré lui, sauvé la France dans le premier cycle, il s'attaque à la fin de la guerre dans ce nouveau cycle, le Testament Zarkov. Et donc la guerre est finie pour tout le monde, sauf pour lui, puisque quand tout le monde arrête de se battre, il commence. Et donc il a décidé d'aller visiter l'Allemagne, et plus précisément la Bavière, en quête d'un héritier que tout le monde veut assassiner au beau milieu d'un pays en pleine révolution et défaite. Voilà, il va faire tout ça en quelques semaines, avec son cynisme habituel, sa capacité de rebond, sa capacité aussi à faire des rencontres intéressantes, et à tout de même, in fine, on l'espère, faire le bon choix pour de mauvaises raisons. Silas Corrèze, c'est aussi et surtout pour moi l'occasion de bosser avec mon copain Pierre Alary, avec lequel on s'est très bien entendu sur le premier cycle, et on espère que ça se voit, en tout cas on en est fiers. Et donc on continue, et ce que je trouve particulièrement impressionnant dans ce nouvel album, c'est la générosité de Pierre. Et elle était déjà visible sur les deux premiers, mais là franchement, comme on dit, il envoie le budget. Donc régalez-vous. On l'appelle le prince de la nuit, mais qui est véritablement Vladimir Kergan? Plongé aux sources du mal avec un nouvel épisode de cette saga fantastique de référence, dans lequel Yves Svolf lève le voile sur les circonstances qui ont mené son personnage à devenir un vampire de légende. Pour Saïn, il est temps d'en finir une fois pour toutes avec l'oppression romaine. La gloire de son peuple s'obtiendra au prix du sang versé. Détenteur de la parole divine, Julius parviendra-t-il à lui faire retrouver la raison? Toujours orchestré de main de maître par Alex Alice et Timothée Montaigne, le préquel du Troisième Testament ouvre un nouveau cycle plus dramatique et plus épique que jamais. Toutes les forces en présence sont réunies au cœur de la capitale aztèque pour cette fin en apothéose du second cycle de cette série mouvementée, pleine de sang et de fureur, qui nous fait assister à la disparition d'un monde fabuleux, traversé de secrets et de terreurs, et que parcourent des personnages inoubliables. Deux mondes en péril, l'imaginaire comme ultime espoir. Comment Erwan, Pauline et Gaël vont-ils réagir lorsqu'ils découvriront que le destin de l'humanité est peut-être entre leurs mains? Le Grand Mort vous embarque dans un fabuleux voyage entre deux mondes, plus loin que vous n'irez jamais. Alors retrouver Titeuf après deux albums un peu plus adultes, je peux pas dire que je l'ai retrouvé comme si je l'avais perdu, parce qu'il n'y a pas une semaine où je dessine pas Titeuf. Là, ça faisait à peu près 6 mois qu'on me demandait dans des interviews si j'allais faire un prochain Titeuf, et je disais oui, j'en ai commencé un, ce qui était faux, j'avais rien fait du tout, mais je savais que j'allais en faire un, donc j'en parlais déjà comme si c'était fait. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, il faut quand même que j'arrête de faire ça, parce que les gens me disaient, ça parle de quoi, qu'est-ce qui se passe, j'en savais absolument rien. Et je savais juste un truc, c'est que ça allait être une histoire longue. J'étais obligé de reprendre la problématique amoureuse de Titeuf, c'est-à-dire que dans l'album précédent, il tombe amoureux de Ramatou, ce qui est une petite révolution dans sa vie, puisque c'est Nadia depuis 12 albums qui occupait son cœur, avec la réussite qu'on sait. Et donc à force de se prendre des baffes, il s'est tourné vers une fille qui semblait s'intéresser un peu à lui. Mais le fait qu'il s'intéresse à une autre fille, évidemment, Nadia tout à coup se dit que c'était quand même pas si mal d'avoir ce mec pendu à ses basques depuis tout ce temps. Donc elle revient. Donc je savais que je voulais avoir les deux filles tout à coup qui se disputaient en guillemets Titeuf. Et pour une fois que lui se trouve dans la situation d'être l'objet de désir. Et
Et donc il va lui arriver toutes sortes de choses par rapport à ça, et aussi par rapport au fait de grandir, parce qu'il est dans cette situation où il aurait envie de passer au stade supérieur, c'est-à-dire qu'il est toujours dans l'état d'un garçon qui est amoureux d'une fille, mais qui trouve absolument affreux l'idée de s'embrasser sur la bouche, qui voit ça comme quelque chose du futur, mais comme il souffre du syndrome des personnages de bande dessinée, c'est-à-dire qu'il ne grandit pas, c'est un futur qui n'arrive jamais. Donc il est tout le temps en train d'espérer qu'il va avoir une amoureuse et qu'il ne vient pas. Et je me suis dit que là, c'était le moment de le faire passer dans l'adolescence. Donc Titov va multiplier toutes sortes de choses pour devenir un adolescent. Ce sera son combat dans cet album. Il va se construire adolescent sans le devenir complètement. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose de vrai au niveau de sa coiffure. Je crois qu'on a tout dit là.